Une carte blanche, maintenant, vous en avez l'habitude, une carte blanche à Gérald Bronner. Alors, qui est Gérald Bronner? C'est un professeur de sociologie, c'est un sociologue que l'on voit assez régulièrement sur les plateaux de télévision, professeur de sociologie à l'université Paris Diderot, également membre de l'Académie nationale de médecine et de l'Académie de technologie. Il nous dit ce qu'il pense de ce confinement mondial qui a été synchrone, et c'est une première, c'est inédit, et sur ce climat d'incertitude et de peur qui n'a pas permis à l'expertise scientifique et l'opinion publique de se réconcilier. Je ne me suis pas senti concerné tout de suite par cette, je veux dire au mois de janvier, par cette épidémie. J'espérais qu'il en irait peut-être de même. Hein. Ma croyance était contaminée par mon espoir, par mon désir, comme c'est banal. Mais très vite, j'ai pensé que nous serions touchés en Europe. Que ce ne serait pas forcément dramatique d'ailleurs, parce qu'on ne savait pas encore à ce moment-là quelle était vraiment la mortalité de cette maladie. Enfin, on entendait tout et n'importe quoi. Donc j'étais à peu près comme tout le monde. Et simplement, ce que je savais, c'est que c'était une question de perception du risque. Mais la plupart du temps, ça c'est un domaine que je connais un peu mieux, la perception du risque, lorsque l'on envisage un risque, il est un peu lointain et imaginaire. Et lorsque ce risque est imaginaire, lorsqu'il ne se produit pas vraiment devant nous, nous avons donc tendance à l'imaginer, c'est-à-dire à faire preuve parfois de surestimation, d'exagération. Seulement là, le danger s'approchait de nous. Il était à nos frontières au fur et à mesure et nous savions que nous allions l'affronter. Donc ce que j'ai constaté dans un premier temps, et ce dont je me suis réjoui, c'est qu'on voyait, on entendait plus que jamais sur les médias conventionnels bien la parole des experts, des médecins, qui dans un premier temps semblaient parler d'une même voix, n'est-ce pas? Et de la même façon, le fait que le gouvernement se soit doté d'un conseil scientifique me paraissait de bonne aloi, même si j'ignorais tout sur la façon dont les membres de ce conseil avaient été choisis. J'ai bientôt vu, en regardant moi-même les informations, et notamment sur Internet, comme tout le monde, bien qu'il y avait des divergences entre certains points de vue du conseil scientifique, et notamment l'Académie nationale de médecine à laquelle j'appartiens, et donc dont je lisais les bulletins évidemment avec beaucoup d'attention. Et j'ai commencé à considérer qu'en effet, cette situation, elle était très atypique. Parce que si on aurait pu espérer dans un premier temps que ça allait être le moment idéal pour une forme de réconciliation entre l'opinion publique et l'expertise scientifique d'autre part, non pas qu'elles aient divorcé définitivement, mais on sait bien que sur de très nombreux points, il y a des divergences entre l'opinion publique et ce à quoi aboutit le consensus scientifique sur certains sujets. C'est-à-dire que nous avons un rapport intuitif sur les questions médicales, sur les questions environnementales, qui ne correspond pas toujours aux conclusions, provisoires au moins, de la science. Donc là, la peur aidant en quelque sorte, on avait l'impression que, en effet, cette réconciliation allait avoir lieu devant nos yeux. Mais dès lors que nous sommes entrés dans le confinement, et ça j'ai pu l'observer, y compris en regardant par exemple des thèmes comme complot, au moment même, au jour même du confinement, dans les recherches qui étaient faites sur Google, et on voit très nettement une pointe sur la recherche Covid complot ou coronavirus complot, ce qui montre que à partir du moment où nous avons été confinés, cette réconciliation provisoire, je dirais, entre l'immense partie de la population et le consensus scientifique, eh bien, elle a été un peu malmenée. D'abord, ce moment il est essentiel, ce moment du confinement, parce que d'abord il est inédit dans le monde, tout simplement. Un confinement mondial quasiment synchrone, c'est tout simplement quelque chose qu'on n'avait jamais vu. Par ailleurs, cet objet coronavirus a réussi, je crois, à capter notre attention de façon presque monomaniaque, et on comprend pourquoi. Pendant des semaines et des semaines, voire des mois, il n'y avait pas d'autres titres, que ce soit dans le journal de 13h, de 20h ou dans les autres médias, pas d'autres questions que celle-là, et c'est, je crois, aussi une première mondiale, cette absorption de notre attention. Et justement, ce qui est intéressant, c'est que le confinement a aussi évidemment été lié à une disponibilité mentale de la plupart d'entre nous. C'est-à-dire certains devaient télétravailler, ça n'a pas été facile pour tout le monde, c'est vrai, mais pour beaucoup d'entre nous, ça a libéré en quelque sorte du temps de cerveau disponible, et notamment pour aller chercher des informations, ce que nous faisons tous en état d'incertitude. Donc cette situation, c'est une incertitude mondiale qui croise une forme de disponibilité mentale pour aller chercher de l'information. Et alors on pourrait s'en réjouir, mais dans certains cas, on voit bien que les choses ont un peu dérapé,
car au fur et à mesure que les gens s'informaient, pas toujours sur les meilleurs liens évidemment, tout le monde n'est pas allé s'informer sur le site de l'Académie nationale de médecine ou de l'OMS ou de Santé publique France, mais aller chercher des informations et ailleurs, parfois, sur les réseaux sociaux. En tout cas, ce qu'on sait, c'est que le volume de consultation des réseaux sociaux et des recherches en général sur Internet a beaucoup augmenté pendant cette période. Donc ce n'est pas une vue de l'esprit de dire qu'il y a eu une disponibilité mentale plus grande pendant cette période. Et alors évidemment, ce qu'on a pu constater, c'est ce que je décris dans certains de mes travaux, notamment la démocratie des crédules, c'est qu'une fois encore, des groupes, des minorités actives ont rendu très visible leur point de vue, très visible socialement leur point de vue, alors qu'ils ne représentent pas forcément grand-chose, ne sont pas forcément représentatifs de l'opinion publique. C'est le cas notamment, parce qu'il y a des beaux travaux qui ont été faits dans cette période, encore une fois, des anti-vaccins. C'est paradoxal, en période de pandémie, on pourrait espérer que les anti-vaccins vont la mettre un peu en veilleuse, mais ce n'est pas du tout ce qu'ils sont faits. On a des études de Grave qui montrent que les anti-vaccins sont allés chercher les indécis dans une période d'incertitude et ont gagné du terrain pendant cette période. Et c'est ainsi qu'on a vu certains sondages qui indiquaient qu'en France et ailleurs, une partie de la population pas du tout, je dirais, négligeable, se déclarait opposé à la possibilité d'un vaccin, si toutefois il arrivait pour la Covid-19, y compris en période de pandémie, ce qui est très lourd de signification. On a vu aussi, évidemment, la classique contamination de la croyance par le désir, c'est-à-dire qu'on avait envie que certaines molécules, par exemple, soient plus efficaces que ce que la science a montré ensuite, et en tout cas, on avait un point de vue. Et cette impression de savoir, il y a une épidémie de ce qu'on appelle en psychologie un effet Dunning-Kruger. L'effet Dunning-Kruger, c'est l'impression que l'on a d'être compétent alors qu'on vient à peine de commencer à défricher un sujet. Donc il y avait 60 millions d'épidémiologues en France, on l'a tous constaté. Et l'effet Dunning-Kruger, c'est le fait de ne pas être assez compétent pour se rendre compte qu'on est incompétent. Et comme on ne se rend pas compte qu'on est incompétent, qu'on se croit compétent, on parle beaucoup. Donc tout le monde avait des points de vue sur les réseaux sociaux, sur l'hydroxychloroquine par exemple. Et ainsi on a vu un sondage dont les résultats étaient très surprenants, parce que la science n'avait pas du tout encore rendu son verdict, qui indiquait que 80% des Français avaient un point de vue sur la chloroquine, ou pour ou contre, et que seuls 20% des Français suspendaient leur jugement, ce qui semblait pourtant la position la plus rationnelle à avoir. Et dans toutes ces controverses, mes collègues et moi, nous avons regardé par exemple sur l'hydroxychloroquine et on s'est aperçu que ce thème, comme beaucoup d'autres avant, faisait ressurgir une cartographie politique classique depuis les Gilets jaunes, n'est-ce pas? Une sorte de cartographie en U, où on voit un peu des radicalités politiques se réunir autour du thème de la colère, et de sorte que cette molécule est devenue extrêmement politique. Elle est devenue l'incarnation de la défiance vis-à-vis des élites, vis-à-vis des experts, avec la figure du professeur Raoult, bien entendu, qu'on a tous vu et qui a savonné largement la pente de cette interprétation. De sorte que tout cela a donné bien beaucoup d'agitation et qu'à la sortie évidemment du confinement, nous étions tiraillés, et on l'a tous vécu ce dilemme entre le désir d'être encore protégé, et de ce point de vue la France était assez intéressante parce que c'était un des pays qui réclamait le plus la prolongation du confinement par rapport à l'Allemagne ou l'Espagne ou l'Italie qui avaient été durement frappées, Italie et Espagne, par la maladie. Et donc en fait on voyait que les Français ont quand même un rapport très particulier à la précaution, parce qu'ils voulaient que le confinement se prolonge, voire même pendant le confinement, ils demandaient à ce qu'il soit plus dur, plus drastique. Et donc, à la sortie de ce confinement, on a vu aussi des mouvements anti-masques, pas qu'en France d'ailleurs, et c'est intéressant parce qu'une recherche sur un groupe Facebook assez important d'anti-masques a montré en France que la caractéristique de ces personnes, c'est pas du tout d'avoir un niveau d'éducation faible, au contraire, elles avaient plutôt un niveau d'éducation plus élevé que la moyenne nationale, ce qui montre bien que la crédulité, la méfiance peuvent tout à fait aller de pair avec un certain niveau d'études. Le plus paradoxal, et là je n'ai pas de réponse, c'est une question que je vous offre, même si on ne pourra pas discuter directement, je le regrette, c'est que le mouvement anti-masque,
En France, il n'a pas vraiment pris. En tout cas, pour l'instant, les manifestations qui ont eu lieu n'ont réuni que quelques centaines de personnes, alors que dans d'autres pays, en Allemagne par exemple, eh bien, ce sont des millions de personnes qui se sont regroupées, là aussi avec des radicalités politiques tout à fait claires, autour de cette revendication anti-masque. Alors que restera-t-il de tout cela? Comment tout cela va changer notre rapport à l'information? Ce que j'ai vu simplement, et ce que je vais dire est peut-être un peu banal, c'est que le confinement, par un recours plus important au marché de l'information qui est largement dérégulé, n'a fait qu'amplifier des phénomènes qu'on avait déjà observés auparavant. On a beaucoup disserté sur le monde d'après et je crois que ce sera très intéressant pour nous tous de réécouter ce que chacun disait au début du confinement, que plus jamais le monde ne se reproduirait tel quel, etc. Je dois dire que quand même, moi déjà à l'époque, j'étais très sceptique sur cette question. Je me rappelle de la parole de Houellebecq, qui est un grand écrivain, mais qui ne me sert pas de modèle philosophique, loin de là, mais qui a dit quelque chose d'assez juste. Il a dit « Le monde d'après sera sans doute comme le monde d'avant, mais en pire ». Et je crois qu'en effet, avec la question de la crise économique et puis le rebond de cette épidémie qui est là maintenant très présent, eh bien, la période que nous allons vivre est encore un peu difficile, mais de la même façon que toujours, je crois que la lumière viendra, notre sauvegarde collective viendra probablement, nous l'espérons, de la science avec la découverte d'un vaccin ou d'un médicament efficace et pas d'autre chose. Donc il faut garder à mon avis confiance, même si ça peut paraître naïvement technophile, eh bien, dans la recherche médicale qui va à proprement parler trouver une solution au problème.